Tu te rappelles Clémentine? Oh oui, je me rappelle et j'adore. Attends, non. T'es censé me dire que tu te rappelles pas et me laisser toute seule faire la review comme pour chaque série des années 80. Années 80, n'importe quoi, ça passait quand j'avais 3 ans. Ça passait quand moi j'avais 3 ans, rediffusion ou pas, Clémentine, c'est ma génération, alors dégage. Dehors, j'ai dit. On a tendance à dire de la télé-jeunesse que c'était mieux avant. Qu'avant, on faisait de vrais efforts pour distraire les enfants. Et surtout, dans les années 80, on prenait pas les enfants pour des cons. Ok. Alors, pour rappel, les années 80, c'est l'époque où, quand on avait une histoire à raconter, on n'y mettait franchement pas les formes. On s'attardait pas à nous camper correctement les personnages, du moment qu'ils avaient un design suffisamment marquant pour qu'on les distingue les uns des autres. On passait pas plus de temps qu'il n'en fallait pour faire vivre une situation. Parfois même on en passait beaucoup moins. On s'encombrait pas avec ces formalités débiles que sont la cohérence et la psychologie, même lorsque l'intérêt de l'histoire était de reposer sur un background complexe. On empêchait les éclipses en attrapant la lune au grappin. J'ai revu maintenant suffisamment de séries de mon enfance pour pouvoir affirmer. Si, dans les années 80, on prenait les enfants pour des cons. Et vu l'engouement que nous avons encore pour ces séries, nous devions l'être quand même un peu. En fait, cette idée que les années 80 prenaient pas les enfants pour des cons repose surtout sur une assertion qui, au final, n'a pas tout à fait à voir. Dans les années 80, on osait parler de violence et de mort aux enfants. Certaines histoires mettaient en scène des situations très dures, maltraitance physique et psychologique des enfants, mort, perte et abandon, des thèmes que peut-être on évite un peu plus aujourd'hui, même si prétendre qu'on ne les traite plus dans la télé-jeunesse serait complètement faux, mais gardons ce débat pour une autre vidéo. Non, on ne prend pas les enfants pour des cons plus aujourd'hui qu'hier. C'est juste qu'aujourd'hui, on les prend pour des cons à qui il ne faut parler de rien, alors qu'avant, on les prenait pour des cons à qui on pouvait parler de n'importe quoi. Aussi, si Clémentine, série sur une petite fille paraplégique convoitée par un diable pédophile qui ressemble à Meramon dans Digimon et protégée par une déesse toute puissante à son côté sombre, ça n'a rien d'exceptionnel pour l'époque. Ceux qui l'ont vue très jeune, à 3 ans comme moi, s'en souviennent comme d'une série terrifiante. En effet, pour les très jeunes, elle l'est. Son esthétique visuelle est très effrayante. Le diable est un géant de feu avec une bouche en forme de vagin. Les démons, quand ils quittent leur forme humaine, sont des insectes à tête humaine. C'est monstrueux, d'autant que pas mal d'enfants ont peur des insectes. Il y a souvent des décors très sombres avec des cavernes enfouies, des châteaux lugubres, le putain de royaume des morts égyptien avec son putain de dieu Anubis et sa putain de rivière grouillante de fantômes. Ce sont des images fortes et impressionnantes. Et quand on est enfant, qu'on n'est pas encore sensible au fait que les événements qui s'enchaînent forment une histoire, qu'on ne regarde que les images, on est marqué. À partir de 5-6 ans, par contre, on commence à s'intéresser à la structure de l'histoire. Et là, Clémentine cesse complètement d'être une série effrayante. Parce que ça a beau être l'histoire d'un diable pédophile qui cherche à tuer la petite paraplégique dont il est amoureux pour l'enfermer auprès de lui en enfer et lui faire subir je préfère ne pas savoir quoi, la gamine en question est protégée par Dieu en personne. Et le seul vrai danger qu'elle court est de ne jamais retrouver l'usage de ses jambes. Et même ce danger-là, tout est fait dans la mise en scène pour qu'on comprenne qu'il diminue de plus en plus au fil des épisodes. J'ai la chance de me rappeler assez bien de mes terreurs télévisuelles d'enfant. Alors à votre avis, qu'est-ce qui me foutait vraiment la trouille au ventre? Les mechas géants? Les dragons? Les monstres? Les démons? Non, ce qui me terrorisait, c'était la première moitié des épisodes de Bioman. Je vous explique. Tous les épisodes avaient la même structure. Méchant a idée pour détruire héros. Méchant applique idée, qui consiste en général en la création d'un nouveau monstre en carton-pâte. Héros perdent, comme prévu par le méchant. Héros réfléchissent, héros trouvent solution, héros contre-attaque et gagnent. Ma grande terreur était là. Le plan du méchant allait toujours commencer par réussir. Le méchant était une drag queen avec des motivations très classiques de méchant et le monstre une grosse boule de mousse et de plastique sans personnalité. Mais leur plan allait toujours commencer par réussir. Et cette certitude était si terrifiante que je quittais la pièce et restais dans la cuisine jusqu'à ce que les fils de Manounou me préviennent que la scène où les héros échouent était enfin passée. Les enfants ne sont ni des cons à qui on peut rien dire, ni des cons à qui on peut tout dire. Les enfants sont des consommateurs d'histoire. Ce qui les intéresse, c'est la structure.
Ce qui leur fait peur, c'est que le méchant gagne. Qui est le méchant? Quels sont les thèmes abordés? Quelles leçons l'histoire lui apporte sur sa vraie vie? Ce sont des questions qui se posera après coup, en toute sécurité, sans que ça lui fasse du mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se sert des histoires pour permettre aux enfants d'appréhender des sujets aussi durs que l'injustice ou la mort. L'évocation de sujets graves comme la pédophilie et le harcèlement moral, c'est les adultes que ça mettra mal à l'aise. L'aspect visuel effrayant, c'est les tout petits que ça atteindra. L'enfant de 5 à 12 ans, la seule chose qui lui fera mal sur le moment, c'est que le méchant gagne, que le héros souffre, ou qu'il meure, ou qu'il perde, ou les trois à la fois. S'il n'y a aucune chance que ça arrive, si le héros est protégé par une entité très puissante qui n'est jamais absente, qui fait seulement semblant de s'éloigner sans que le spectateur soit dupe, alors le géant de feu à bouche de vagin aura beau parler des tortures qu'il veut infliger à la petite fille avec emphase et la voix de Roger Carrel, l'enfant n'aura pas peur. Et là, il n'y a aucune chance que méchant gagne. Tout doublé par Roger Carrel qu'il soit. On n'a pas le temps de penser qu'il y a une chance qu'il gagne. Clémentine n'est jamais réellement à sa merci, parce qu'Emera n'est jamais réellement absente et qu'Emera c'est Dieu. On y reviendra. Le premier épisode est l'épisode des images recyclées qui montre d'avance tout ce qui va se passer dans la série. Il faut bien. L'enjeu principal, à savoir Malmoth, le géant de feu qui prive Clémentine de ses jambes, et Emera, la bonne fée qui l'aide à guérir en l'emmenant faire des voyages dans ses rêves, mettra 3 épisodes entiers à s'installer. Il s'agit tout de même de pas bâcler un concept pareil. Ce qui fait qu'au début, on nous raconte seulement l'histoire d'une gentille petite fille dans sa gentille petite bourgade avec son gentil petit frère et son gentil instituteur. Il nous faut la narration pour nous rassurer. Non, non, changez pas de chaîne. Là, ça a l'air d'être une histoire de petite fille à la con, façon Sophie et Virginie, mais ne vous en faites pas. Après, il va y avoir le diable et elle devra se battre contre lui. Cette belle journée de printemps est une journée comme les autres. Pourtant, à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus pareil. Pour la première fois, Clémentine va croiser la route de son futur et terrifiant ennemi, Malmoth. Et oui, la narration, c'est aussi Roger Carrel. Il fait pas mal de rôles dans cette série, comme dans Il était une fois l'homme. Ça a dû être enregistré le jour d'une grève et seul Roger Carrel était dans le studio pour jouer tous les personnages. Bon, le fait qu'il joue à la fois le méchant et ses sbires se justifie vu qu'il est laissé entendre que ses sbires sont plus ou moins des bouts de lui-même. Mais il joue également le rôle du chat pantouflard. Parce que, oui, il y a un chat pantouflard. Et sourd, qui compense sa surdité en ayant une puce en jupette et bigoudi installée dans son oreille. Et il est marié à une chienne de cirque. Dans la série où Saint-Exupéry déclame de la poésie sur la beauté du désert, où une jeune femme se sacrifie pour sauver son royaume du mauvais génie qui la détient, où le diable est joué par Roger Carrel, shit is getting serious. Là, vous commencez à comprendre la merveilleuse complexité paradoxale de cette série. Donc ça commence comme une histoire de petite fille à la con. Nous sommes en 1920, à Villacoublay, célèbre pour son terrain aéronautique, et nous découvrons notre héroïne de 10 ans qui attend avec impatience la fin de son jour de classe pour rejoindre son aviateur de père qui s'entraîne pour un concours aéronautique. Le ton mi-grave mi-délire est donné à la fin du 10 jours de classe par un gag pour le moins atypique. Oh, incroyable. Et il vole. Je n'ai jamais vu ça. À votre âge, monsieur Pluche, vous avez certainement déjà vu des avions en papier. Sérieux, il faudrait que j'ai une réaction à ça, mais j'hésite entre c'est trop mignon et what? Ceci dit, on était déjà renseigné sur le degré de sérieux de la série à partir du moment où on a appris que le prénom du petit frère de Clémentine, c'est Petit Boy. Son prénom, je dis bien son prénom, pas un surnom. Son prénom qui est écrit sur son état civil. Petit détour par le terrain d'aviation, histoire de faire connaissance avec le chat sourd et pantouflard, ainsi que le père des enfants, Alex Dumas. C'est quand même moins pire que Petit Boy! Alex est un héros. Déjà, il s'est illustré pendant la guerre, ensuite il est bien sous tout rapport, courageux, généreux, et il est un des meilleurs dans sa catégorie, à savoir l'aviation. Sa fille lui sert fréquemment de copilote et il est prévu que son fils en fasse autant dès qu'il sera un peu plus grand. J'en connais qui trouveraient pas très net ce père qui fait courir à ses enfants le risque de monter dans un avion en 1920, mais comme je l'ai dit, il est excellent dans ce qu'il fait et ce qu'il fait c'est piloter. Si ses enfants doivent monter dans un avion, autant que ce soit le sien. Au moins, c'est pas un papa poule qui voudrait enfermer ses enfants dans une cage de verre pour les protéger du monde. Ce genre de père qu'on croise beaucoup dans la fiction. Et dans la vraie vie aussi. Non, Alex Dumas sait que la vie c'est dangereux de toute façon, et que quoi qu'on fasse, on en meurt. Donc il ne surprotège pas ses enfants,
Il essaye plutôt de leur faire avoir autant d'expérience que possible pour les rendre capables d'affronter les dangers. Et de fait, cette méthode d'éducation n'est pas mauvaise et on a l'occasion de le constater immédiatement car un cirque arrive en ville. Cirque composé de toute une ménagerie épuisée et affamée, un clown et une trapéziste qui ne valent guère mieux, et un directeur de cirque à la mine patibulaire qui martyrise ce petit monde avec une main de fer et la voix de Roger Carrel. Bon, l'épisode s'intitule Le sinistre Molache. Donc non, il n'y a pas de suspense sur qui est le méchant. Mais bon, ils avaient vraiment très peur qu'on le loupe. Ce demi-démon envoyé sur Terre pour faire souffrir le plus de monde possible. Non, c'est pas une métaphore. Et donc, Clémentine et Petit Boy, habitués par leur père à faire face aux situations périlleuses, n'hésitent pas une minute à s'interposer entre le fouet de Molache et le cirque. Pendant ce temps, Gontran le chat rencontre Scarlett, la chienne de cirque, et ils tombent amoureux. Ah, les années 80. Profitant de l'agitation créée par l'approche du concours aéronautique, Petit Boy et Clémentine organisent l'évasion en ballon des animaux du cirque avec la trapéziste, le clown préférant rester pour faire diversion afin que Molache ne puisse plus leur faire de mal. Pendant ce temps-là, Gontran le chat déguisé en Zorro chante cha-cha-cha perçant à sa chienne bien-aimée. Ah, les années 80. Bref, ce geste de générosité attire l'attention du maître et créateur de Molache, l'horrible Malmotte, le prince du mal incarné sur Clémentine. Il décide de la punir pour sa bonté et envoie Molache saboter l'avion d'Alex, dans lequel Clémentine et lui doivent s'envoler pour le concours. Bref, à leur H, Alex bat sans difficulté le record demandé, mais sa performance est interrompue parce que son hélice se détache. Ce qui n'empêche pas Alex de garder son sang-froid et de presque réussir à poser l'avion sans difficulté dans une clairière. Il faut que Malmotte crée carrément un rocher sur le chemin de l'avion pour qu'il daigne avoir un accident grave. On nous apprendra rétrospectivement que Clémentine parvient à éjecter son père hors de l'avion avant de perdre connaissance, mais pour l'instant, on nous la montre juste tombant dans les pommes. Et nous arrivons à cette scène. La scène. Celle que vous attendez tous et dont vous vous souvenez tous. Roger Carrel parlant à Clémentine du fond d'un gouffre sans fond, jubilant de la voir tomber vers lui, lui parlant de combien il va la torturer avec amour. Mais non, tu ne vas pas mourir, Clémentine. Viens me rejoindre dans mon antre de feu, je te torturerai avec amour, et ça me donnera des idées pour répandre le mal sur la terre. Mais non, vraiment pas le temps d'avoir peur, parce que la chute de Clémentine est ralentie par l'apparition d'une bulle bleue autour d'elle, et qu'une voix de femme enjoint Malmotte de reculer car Clémentine est sous sa protection. Je la veux, Éméra, et je l'aurai par tous les moyens. J'ai dit arrière, Malmotte. Tu ne peux rien. Le cauchemar de Clémentine se termine sur la voix douce de la femme qui promet à Clémentine que tout va bien aller et qu'elle va faire un merveilleux voyage. Puis elle se réveille et la véritable histoire de la série commence. Car dans l'accident, Clémentine a perdu l'usage de ses jambes. À vrai dire, j'y connais rien en médecine, mais la maladie qu'elle a me paraît bizarre. Tantôt ses jambes lui font mal, tantôt elle les sent pas du tout. Une opération semble bien pouvoir résoudre le problème, mais une longue rééducation et des calmants le semblent aussi. Et puis merde au fond. C'est pas une vraie maladie, c'est l'effet du mauvais sort de Malmotte, alors zut pour la cohérence scientifique. En attendant, la situation est émouvante et fait énormément pleurer. Le père qui essaye de distraire Clémentine en lui parlant du record qu'ils ont battu pour ne pas avoir à lui avouer qu'elle est paralysée des jambes. Et Clémentine n'est pas dupe. Si vous ne pleurez pas à ce moment-là, c'est que vous avez une pierre à la place du cœur. Et pendant ce temps-là... Ah, les années 80. Ça va bien que les premiers épisodes soient là-dessus, parce que ça n'a rien à voir avec le reste de la série. Les sous-intrigues amorcées seront continuées, bien sûr. Le chat et la chienne se marieront, la trapéziste reviendra et tombera amoureuse du père de Clémentine. Mais Clémentine, elle, vivra son histoire et sa guérison de son côté. Elle ira vivre des contes de fées célèbres en compagnie de leurs protagonistes, assistera à des événements historiques, explorera des contrées lointaines, non sans accomplir sa quête personnelle de son côté, et pour la suivre dans ses aventures, elle rencontrera un autre chat, Élise, à qui Éméra donnera le pouvoir de parler, tout du moins pendant leur voyage. On pourrait penser que ces voyages ne sont que des rêves, que toute l'intrigue Malmotte versus Éméra n'existe que dans l'imagination de Clémentine, qui se nourrit de ses fantasmes pour compenser son handicap. Mais non! On a plusieurs preuves que ces rêves ne sont pas des rêves, que Clémentine voyage réellement dans le temps et les dimensions, et que ce qui lui arrive lors de ses voyages en bulle bleue lui arrive réellement. L'exemple le plus flagrant est cet épisode en Afrique, où son père est mortellement blessé au début de l'épisode, que seule une herbe rare peut le sauver, et que Clémentine trouve cette herbe rare à l'issue de son voyage en bulle bleue.
Il y a d'autres exemples comme Élise qui se retrouve en Allemagne à la fin de l'épisode, alors que Clémentine l'avait laissée en France au début, et qu'Éméra l'a emmenée lors de son voyage en bulle bleue. Ou l'épisode de la guerre des grouillons après la défaite de Malmoth, où tous les démons vaincus dans les précédents épisodes reviennent sur Terre sous leur forme d'insectes pour se venger de Clémentine et que même Petit Boy les voit. Pourtant, dans ses voyages en bulle bleue, elle rencontre des créatures magiques et des personnages de contes. On pourrait décider qu'en réalité, Aladdin et Hansel et Gretel ont réellement existé, que leurs histoires sont en réalité des événements historiques devenus des légendes, et qu'Éméra fait voyager Clémentine dans le temps. Sauf que le voyage se fait parfois en pénétrant dans le livre racontant l'histoire. Éméra fait donc changer Clémentine de réalité, de dimension. Mais en tout cas, ces voyages se produisent réellement, ça c'est une certitude. Ne soyez pas tristes, les enfants. Rassurez-vous, la vie c'est un peu comme dans les livres. Les méchants ne l'emportent jamais en paradis. Dans la saison 1, à part les 5 premiers épisodes qui introduisent le problème et le dernier qui le conclut, les épisodes vont par paires, indépendantes entre elles, mais suivant tout de même une chronologie. Dans le premier épisode de la paire, Clémentine arrive dans un nouveau pays, soit parce qu'elle doit y rencontrer un nouveau médecin, soit parce qu'elle accompagne son père qui doit faire une course d'avion. Parce que, oui, passé le premier choc de l'accident, Clémentine a convaincu son père de ne renoncer ni à l'avion, ni même à l'acrobatie dangereuse. On prend le temps de s'attarder sur l'intrigue du monde réel, impliquant les amours d'Alex avec la trapéziste, du chien avec le chat, de l'instit avec la nounou, puis Clémentine va se coucher et Éméra vient la chercher. En présence d'Éméra, elle retrouve l'usage de ses jambes et le gardera jusqu'à ce qu'Éméra la ramène dans son lit. Le premier épisode se termine en général comme ça et le deuxième épisode est consacré au voyage lui-même. Il arrive que ce voyage commence plus tôt et occupe 2 épisodes entiers. En tout cas, il s'agit toujours d'un double épisode. Ce qui permet vraiment de bien mettre en scène l'histoire, de ne pas passer trop rapidement sur les éléments qui méritent d'être développés. Clémentine raconte ses voyages à sa famille qui croit qu'elle a rêvé, donc ne s'inquiète pas outre mesure, et est juste contente que Clémentine fasse d'aussi beaux rêves pour la distraire de sa maladie. Elle doit passer assez rapidement sur les détails déplaisants de ses aventures parce que le rêve tourne parfois au cauchemar. Parfois elle voit mourir des alliés. Parfois elle visite des endroits effrayants. Parfois elle descendra carrément au royaume des morts. Mais encore une fois, elle n'est jamais réellement en danger. Éméra n'est jamais loin et la laisse seulement vivre son aventure pour que Clémentine puisse tirer une leçon de cette expérience. Car d'expérience en expérience, elle sera suffisamment forte pour vaincre sa peur de Malmoth qui est au fond la véritable cause de sa paralysie des jambes. J'ai dit qu'Éméra était Dieu en personne. Je veux pas me lancer dans un débat théologique sur Dieu et à quoi il ressemble, mais c'est bien ce rôle-là qu'Éméra a dans l'intrigue, celui de Dieu en personne. Elle est omnipotente, omniprésente et omnisciente. Elle est l'incarnation du bien au même titre que Malmoth est l'incarnation du mal. Éméra est le nom d'une déesse primordiale de la mythologie grecque. Je vous passe les détails pour éviter trop de digressions, mais c'est elle qui était chargée de dissiper le voile de la nuit pour révéler la lumière du jour, au même titre que notre Éméra à nous disperse les ténèbres dans le cœur de Clémentine pour y ramener l'espoir. Elle n'agit pas sous les ordres d'une autorité supérieure, bref, elle n'est pas juste une fée, juste un ange, elle est un visage de Dieu en personne. Les dialogues sont en général assez bons. Le doublage l'est souvent beaucoup moins, et ça manque parfois furieusement de synchronisation. Il faut dire que les techniques de doublage à l'époque d'Ixit Roger Carrel n'étaient pas au point. On donnait le texte par paquet au doubleur au lieu de le faire défiler sur l'écran au rythme auquel il devait être dit. Mais comme les techniques de l'époque n'étaient pas aussi parfaites que celles d'aujourd'hui, vous remarquerez que parfois, les mouvements des lèvres ne correspondent pas exactement aux paroles prononcées. En revanche, la musique est excellente. Non, vraiment, parfait jusqu'au générique. Un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Et c'est un canon en plus. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener. Et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amour qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amour qu'on a envie de guider. Le dessin est superbe lui aussi. Superbe, pas mignon. Ça a beau être une série pour les filles, les dessinateurs ne sont pas plus tombés dans le piège de vouloir tout faire mignon que les scénaristes ne sont tombés dans le piège de vouloir tout faire crétin. Ce qui est censé être effrayant est effrayant. Ce qui est censé être sublime est sublime. L'animation est certes un peu poussive, c'est l'époque et le pays qui veulent ça, mais le dessin est superbe. Mais surtout, Clémentine, c'est une série riche en références et exacte dans ses références. L'Indienne est un personnage historique, elle a même été canonisée. Pourtant, la série n'est pas spécialement pro-cato, après tout, on représente Dieu comme une punkette à cheveux bicolores, en pantalon turc et babouche.
L'africaine a des seins nus, exactement comme dans Kirikou et la sorcière, dans la même volonté de rester cohérent avec le rapport décomplexé des traditions africaines au corps féminin. J'avais gardé des souvenirs très nets de l'épisode sur l'Égypte, sur Akhenaton, Toutankhamon, et curieusement, tous ces souvenirs, je les ai retrouvés dans Papyrus et dans La Reine Soleil. L'épisode de Clémentine sur l'Égypte, c'est ce qu'aurait dû être la Reine Soleil. Au lieu de perdre son temps à montrer le cul de Toutankhamon, on nous fait réellement vivre le drame de l'Égypte étouffée qu'elle est par le règne d'un allumé, pourtant plein de bonne volonté, mais dont plus personne ne veut accepter la religion qu'il impose. On pleure à l'assassinat d'Akhenaton, on s'agace de l'immaturité de Toutankhamon tout en étant touché par lui. On frémit quand Clémentine descend aux enfers pour supplier Akhenaton de revenir d'entre les morts. Et tout en vivant cette histoire avec émotion, on apprend mine de rien la civilisation et le panthéon de l'Égypte ancienne. Christian Jacques n'aurait pas renié cet épisode. Et en plus, on y rencontre mon écrivain préféré. Vous êtes Antoine de Saint-Exupéry? Bienvenue dans le désert, la plus harmonieuse des demeures. Syntex, cher petit prince. Outre les personnages historiques et légendaires que Clémentine rencontre durant ses voyages en bulle bleue, des personnalités célèbres du monde de l'aviation de l'époque font des caméos dans la série, comme Clément Ader, Sadi Lecointe et Saint-Exupéry. Des références à des événements réels du monde de l'aviation sont faites, et si le père de Clémentine est un personnage inventé, la plupart de ses collègues ont réellement existé. Le lien entre l'aviation et le thème central de la série, le handicap, n'est pas aisé à faire. À part que la paralysie de Clémentine vient d'un accident d'avion et que Alex renonce presque à piloter à cause de ça, on comprend difficilement le rapport. Et pourtant, le thème est omniprésent, même durant les voyages en bulle bleue, grâce au chapeau à hélice d'Hélice. Lorsqu'on comprend que ce qui empêche Clémentine de guérir, c'est avant tout sa peur de Malmotte, on peut se dire que l'aviation et la voltige, activité grisante et dangereuse, représentent les efforts de Clémentine pour vaincre cette peur. Malmotte est réellement dangereux, mais en osant le regarder en face, Clémentine retrouve sa capacité à marcher, tout comme Alex, en osant reprendre son avion malgré ce qui est arrivé à sa fille, arrive à continuer à vivre. L'avion, c'est le courage, la guérison, la vie qui continue. Une vie périlleuse, bien sûr, car la vie est périlleuse, mais une vie exempte de blocage. Car on ne peut pas s'enfermer dans une cage de verre et espérer que Malmotte nous laissera tranquille. Il faut oser rêver, il faut oser essayer, il faut oser faire du trapèze volant entre deux avions. Il faut oser vivre et c'est comme ça qu'on guérit. Et oser, c'est pas facile quand on est une petite fille normale. Parce que c'est aussi ça qui rend la série attachante, c'est aussi que Clémentine est une petite fille normale. Certes, elle s'attire les foudres du diable en faisant preuve d'une générosité et d'un courage exceptionnels. Mais elle est malgré tout une enfant normale, imparfaite, bien éduquée certes, mais ça ne l'empêche pas de faire des caprices quand elle est fatiguée et que ses jambes lui font mal, comme tous les enfants normaux, ni de se disputer avec son petit frère. Et c'est pourquoi il lui faut une saison pour se débarrasser de sa peur de Malmotte, aider Emera à le détruire et retrouver l'usage de ses jambes. Une seule première saison, vous m'avez bien entendu. Une première saison qui se termine par 2 mariages et l'extermination des derniers insectes à tête humaine qui servaient à Malmotte. Bref, la promesse d'un avenir radieux pour Clémentine et les siens. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Nous allons encore parler du délicat et épineux problème des suites après fin fermée. Donc, 2 ans après, Emera se dit « Tiens, si j'allais visiter l'ancien antre de Malmotte, histoire de vérifier que je l'ai bien tué la première fois. » Sur place, elle se coupe, elle saigne, et son sang ressuscite Malmotte. Chapeau à la super déesse omnipotente et omnisciente. Revenue à la vie, la priorité de Malmotte est donc de recommencer à poursuivre Clémentine, qui marche maintenant, et à recommencer à jouer les copilotes auprès de son père. Elle apprend même à piloter. Oui, à 12 ans. Bien sûr, Clémentine essaye d'avertir sa famille du danger qui la poursuit, mais sa famille la croit parano. Enfin, tu ne crois pas que tu le vois un peu partout, ce Malmotte, Clémentine? Depuis le temps, je devrais plus avoir besoin d'expliquer pourquoi je suis contre les suites après fin fermée, mais réexpliquons quand même pour les 2-3 du fond qui suivaient pas. Il y a 2 sortes de séries. Celles qui sont juste un prétexte à retrouver les mêmes personnages à chaque épisode, sans qu'il y ait forcément besoin d'une continuité, vu que le plaisir est juste dans la rencontre avec ces personnages. Celles-là peuvent se prolonger indéfiniment en théorie, même si en pratique, il vaut mieux s'arrêter avant d'avoir épuisé le concept et de gâcher sa recette en la réchauffant trop de fois. Et il y a les séries qui racontent une histoire, comme Clémentine, et celles-là valent par leur conclusion. Quand on les regarde, c'est pour savoir comment ça va se terminer. Et changer la fin, c'est changer l'ensemble de l'histoire.
Il n'y a que 2 cas de figure dans lesquels je peux accepter une suite après fin fermée. Le premier cas de figure, c'est celui des Mondes Engloutis, saison 2. La suite réussit non seulement le tour de force de ne pas détruire l'histoire originale, mais même de la compléter en comblant les espaces vides qui avaient été laissés, peut-être délibérément, dans la saison 1. Je suis bien infichu de dire pourquoi, contre toute attente, ça marche, mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'il est extraordinaire que ça marche. Rétrospectivement, on a le sentiment que c'est parce que la fin de la saison 1 n'est pas si conclusive que ça quand on y pense. Mais vous pourrez alors me rétorquer, et vous aurez raison, comment peux-tu être sûr qu'une fin que tu trouves conclusive est réellement conclusive? J'en suis sûre parce que l'aspect conclusif ne réside pas uniquement dans la forme de la fin, mais également dans la structure générale de l'histoire. Si le thème de l'histoire a été traité dans son entier, il a été traité dans son entier. Il n'est pas possible de prolonger l'histoire sans la transformer en autre chose. C'est même valable pour les histoires à fin ouverte. Le thème de la boucle temporelle immuable est traité en totalité dans Terminator 1. Donc Terminator 2 transforme Terminator en histoire de boucle temporelle élastique. Le thème de la non-fiabilité des sens est exploité à fond dans Matrix 1. Et donc Matrix 2 transforme Matrix en une histoire sur le libre arbitre. Ce qui n'est pas un mauvais sujet, mais n'a juste rien à voir avec le sujet du premier film. Les Mondes Engloutis 2 nous démontrent que non, le sujet de la mémoire et du salut des Arcadiens n'avait pas été traité dans son entier. Cette réussite dépend de paramètres si complexes que je n'arriverai même pas à tous les cerner. Et je suis bien incapable de citer un deuxième exemple de ce cas de figure. À part les Mondes Engloutis, aucune série n'a, à ma connaissance, réussi cet exploit. Le deuxième cas de figure, c'est Sophie et Virginie. C'est quand la première histoire n'était pas très bonne et que la détruire, l'effacer, la remplacer, l'annihiler, changer tout ce qu'elle a été, n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Surtout si c'est pour faire une bonne histoire à la place. Alors, si vous me dites que vous n'aimez pas l'histoire d'origine et que heureusement qu'il y a eu cette saison 2 pour effacer ce qu'a été Clémentine et le remplacer par autre chose, j'admettrais que vous avez une bonne raison de défendre cette suite après fin fermée. Mais je comprendrais sincèrement pas. Maintenant qu'il n'y a plus l'enjeu de la guérison, les voyages que fait Clémentine sont de vrais voyages, n'impliquant aucune magie. Et les interventions d'Emera ne servent qu'à la protéger de Malmoth. Et même si Malmoth c'est toujours le diable, ça réduit quand même l'enjeu. Les règles de gameplay dans le jeu d'Emera contre Malmoth sont chamboulées par le fait que Clémentine ne voyage plus dans ses rêves. Petit Boy rencontre même Emera. Une fois mis à part ces questions dues au fait d'avoir fait une suite après fin fermée, il reste encore des problèmes de qualité technique et esthétique. Les épisodes sont globalement plus mauvais, moins bien mis en scène. Ils contiennent des images fortes, dont beaucoup me sont restées en mémoire d'ailleurs. Mais ils sont décousus et déséquilibrés. Les moments qui devraient être émouvants tombent à plat. Certains dialogues sont très bizarres. Emera, j'ai un petit ami, Améo. Améo, c'est un joli nom. Et il est mignon? Oui, il est très mignon, mais il est mort sans le faire exprès. Le design des demi-démons est de plus en plus psychédélique. Ah oui, je vous avais averti que c'était français. Oh, pour une belle fille comme vous, il y a d'autres moyens de payer. Je ne comprends pas. Non, pas français à ce point, mais français quand même. Et Clémentine est devenue une sale gosse, une vraie sale gosse qui désobéit à son père. Dans la première saison, elle était une petite fille normale qui fait des caprices de temps en temps, mais gentille quand même. Là, elle est carrément une sale gosse. Forcément, faut justifier qu'elle se mette dans les problèmes maintenant. L'épisode des cerfs-volants chinois aurait pu être bon, mais la chute gâche tout en réduisant les enjeux, encore une fois. Et il y a un épisode du singe. Vraiment, si vous me dites que vous n'aimez pas la première saison et que du coup vous aimez celle-là, je respecterai votre position. Mais sincèrement, je ne comprendrai pas. Un épisode du singe! Mais n'oublions pas le principal problème d'une suite après fin fermée. Cette suite supprime non seulement la fin, mais également la notion de fin. Puisqu'une conclusion aussi heureuse que Clémentine retrouvant ses jambes pour aller danser aux fiançailles de son père avec la trapéziste et à celle de son instituteur avec sa nounou n'est pas la fin, comment diable va-t-on réussir à amener une nouvelle conclusion? Comment diable va-t-on trouver une conclusion plus conclusive que le bonheur de Clémentine? Et la réponse est... on va tuer Dieu. Je répète, on va tuer Dieu. Emera meurt. Elle ne viendra plus en aide à d'autres petites filles. Elle ne réconfortera plus d'âmes perdues à toutes les époques. Elle ne leur enverra plus d'émissaires pour les aider et s'aider eux-mêmes dans la foulée. Elle meurt pour pouvoir tuer Malmoth, à cause de Clémentine. Et notre gourde d'héroïne a privé le monde de tout espoir, juste parce qu'elle a encore une fois désobéi à son père
Et vous croyez qu'elle va être punie? Même pas. Quant à la mort d'Emera, elle s'en remet assez vite. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Je n'aime pas cette suite parce que j'aimais l'histoire originale. C'est aussi simple que ça. J'aimais la première Clémentine, sa douceur, sa gentillesse, avant tout dictée par l'éducation qu'elle a reçue et qu'elle ne remet pas en question, certes, mais qu'elle choisit de suivre parce qu'elle voit bien qu'elle fait du bien autour d'elle en la suivant. J'aimais bien qu'elle guérisse en jouant les justicières intemporelles et interdimensionnelles. J'aimais bien la chute de Malmoth. La révolte des grouillants, j'avoue, je me suis dit what the fuck, mais c'était au moins une conclusion. J'aimais l'histoire originale, donc je n'aime pas la suite. Elle pourrait être bien meilleure, je ne l'aimerais pas, puisqu'elle ne ferait qu'effacer l'histoire que j'adore et dont je trouve qu'elle mérite qu'on s'en souvienne. C'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, un pacha, plein d'argent, chat persan, si puissant, que l'on son, que l'on son, que l'on son harem, toutes les femmes lui disaient, chat, 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 comme on t'aime, mais malgré, c'est Mimi, c'est Mimi, c'est milliard, le pacha, chat, 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 allez bien, le cafard, des pépés, des pétroles, il était saturé. Car son rêve, c'était de voir pousser le gazon. Plein d'argent, chat persan, si puissant, devant son bâton, son palais en toute saison.